Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Charles Sobrage. Mais attention, hein, oubliez tout de suite l'image du grand criminel romanesque. Ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est bien plus sordide que ça. C'est le récit d'une farce macabre, en fait. Oui, c'est exactement ça. Cette histoire, c'est un peu comme une autopsie. L'autopsie de la naïveté humaine, de l'échec des institutions, le tout mis en scène par un homme qui a fait de la vulnérabilité des autres son fonds de commerce. Allez, on se transporte. Imaginez un peu, on est en 1975, en Asie du Sud-Est. C'est le plein boom de la hippie trail. Vous savez, cette fameuse route qui attire des milliers de jeunes occidentaux. Ils cherchent l'aventure, un sens à leur vie, une sorte d'éveil spirituel. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce prétendu paradis, eh bien, pour certains, c'est devenu un terrain de chasse. Et qui sont ces voyageurs? Le plus souvent, ce sont des jeunes. Pas beaucoup d'argent en poche, mais avec une énorme envie de fuir la société de consommation. Ils veulent se trouver, comme on dit. Le problème, c'est qu'en cherchant ça, ils baissent complètement leur garde. Et cette naïveté, ça en fait des cibles de choix, des proies idéales pour les loups qui rôdent sur la piste. Et justement, le loup en chef, il est là. Il se fait appeler Alain Gauthier, mais son vrai nom, c'est Charles Sobrage. Physiquement, il n'a rien d'exceptionnel. Non, son arme à lui, c'est son charme. Un charme un peu visqueux, voyez. Et surtout, il a ce don, ce talent, presque effrayant, pour scanner les gens et trouver la faille. Ce petit besoin de reconnaissance, cette envie d'être pris en main, il le voit tout de suite. Bien sûr, elle ne travaille pas en solo. Il a son petit cercle. D'abord, sa compagne, une Québécoise, Marie-André Leclerc. Lui, il l'appelle Monique. C'est une femme un peu transparente, qui a tout plaqué pour une promesse d'aventure qui va vite tourner au cauchemar. Et ensuite, il y a l'homme de main, Adjet Chaudhuri, l'exécuteur des basses-œuvres. Brutal, loyal, c'est lui qui se salit les mains, sans jamais disputer. Alors, où est-ce qu'ils opèrent? Leur QG, c'est à Bangkok. Un immeuble, le Kanit House. Et c'est là, dans l'atmosphère étouffante de la ville, qu'ils installent leur piège. C'est leur toile d'araignée. Ils attirent les touristes un peu perdus en leur faisant miroiter des fêtes, des substances, des plans pas chers. Et sa méthode, elle est d'une froideur. C'est presque mécanique, chirurgicale. Étape 1, il repère une cible et l'isole, l'attire à Kanit House. Étape 2, il la drogue. Mais le pire, c'est qu'il se fait passer pour le bon samaritain, celui qui va la soigner. Pendant ce temps, évidemment, étape 3, il lui pique tout, passeport, argent. Et si la personne commence à comprendre, à devenir un problème, eh bien on passe à l'étape 4, l'élimination, sans aucun état d'âme. Forcément, les cadavres commencent à s'empiler. On retrouve une jeune américaine, Teresa Knowlton. Elle était venue chercher la spiritualité. Elle finit noyée en bikini. Un touriste turc, Vitali Hakim, retrouvé brûlé. Un couple de Hollandais, brûlé aussi. C'est une hécatombe. Et la police? Eh bien, la police locale est complètement dépassée. Pour eux, ce sont des accidents, des overdoses des touristes. Affaire classée. On ne creuse pas. Sauf que, même le plan le plus parfait a ses failles. Et la première fissure, elle vient d'un voisin, un Français, Dominique Renelot. Sobrage l'avait drogué, il le tenait sous sa coupe, mais le type a un sursaut de lucidité. Il comprend le manège. Et il réussit à s'enfuir, une évasion complètement folle. C'est énorme, parce que c'est le tout premier témoin direct à pouvoir parler. Et c'est là que l'histoire bascule, avec l'arrivée d'un personnage, mais alors totalement inattendu. Le grain de sable dans l'engrenage, le petit détail qui va tout changer et enrayer cette mécanique de mort. Ce grain de sable, c'est un homme, Herman Knippenberg. Oubliez l'image du héros de cinéma. Knippenberg, c'est un petit diplomate hollandais, en fonctionnaire un vrai de vrai. Méticuleux, un peu têtu sur les bords, son truc à lui, ce sont les dossiers bien rangés, la paperasse faite dans les règles. On est loin, très loin de James Bond. Et voilà le cœur du duel. C'est vraiment le choc de deux univers. D'un côté, le serpent, le charme, le chaos, le tueur qui glisse entre les mailles du filet. Et de l'autre, le bureaucrate, l'obsession du détail, la méthode, la rigueur, bref, l'homme de la paperasse contre le prédateur. Alors Knippenberg, il se met en tête d'enquêter sur ce couple de Hollandais disparus. Ses chefs lui disent de laisser tomber, de pas faire de vagues, mais lui non, il s'entête. Alors il passe ses nuits à éplucher des documents, à comparer des articles de presse, des fiches dentaires sur des corps non identifiés. Son arme, ce n'est pas un flingue, c'est le stylo et le tampon. Et croyez-moi, il s'en sert. Et petit à petit, grâce à ce travail de fourmi, le piège de Knippenberg commence à se refermer sur Sobrage. Mais c'était sans compter sur un facteur imprévu, l'incompétence, mais à un niveau presque comique, des autorités locales. Et c'est ça qui va lui donner une dernière chance de s'échapper. Finalement, la police thaï débarque à Kanit House. On se dit, ça y est, c'est la fin. Mais non,
Sobrage les reçoit avec le sourire. Il les baratine, leur raconte n'importe quoi, glisse un petit billet par-ci par-là, et il arrive à négocier un délai, juste pour faire ses valises, soi-disant. Et évidemment, c'est tout ce qu'il lui fallait pour prendre la fuite. Et le voilà reparti. Le trio infernal se lance dans une nouvelle virée meurtrière à travers l'Asie. Et le comble, c'est qu'ils voyagent en première classe, avec les passeports de leurs victimes. Hong Kong, puis le Népal, l'Inde, les meurtres s'enchaînent. Jusqu'en juillet 1976. Là, la roue tourne. Et leur chute, elle est aussi pathétique que leur ascension était arrogante. C'est incroyable. À New Delhi, Sobrage a une idée de génie, enfin, c'est ce qu'il croit. Il essaie de droguer un bus entier de touristes français. Sauf qu'il se plante complètement dans les doses. Résultat, certains s'endorment, mais d'autres sont juste très malades et bien conscients. Ils donnent l'alerte, et voilà, fin du jeu. Alors là, on pourrait se dire, bon, l'histoire est finie. Mais pas du tout. C'est maintenant que ça devient vraiment tordu. C'est en prison que Sobrage va imaginer son coup le plus machiavélique. Un plan d'une perversité absolue qui va, ironiquement, se retourner contre lui, à cause de son propre ego. Regardez bien ce plan parce qu'il est absolument diabolique. Sobrage sait une chose. En Thaïlande, c'est la peine de mort qui l'attend. Mais il sait aussi autre chose. Là-bas, les crimes sont prescrits au bout de 20 ans. Donc son but, ce n'est pas de s'évader de sa prison en Inde. Non, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Il se sert de la prison comme d'un refuge, un sanctuaire pour échapper à une justice bien plus sévère. 20 ans, c'est le chiffre magique. Le temps qu'il doit tirer en Inde pour être tranquille. Et le pire, c'est qu'il réussit son coup. En prison, il mène la grande vie. Il corrompt tout le monde, il donne des interviews comme une rockstar, il se vante même de ses meurtres. C'est surréaliste. Et ça marche. Son plan se déroule sans accroc. 1997, il sort de prison, c'est un homme libre. Il rentre à Paris, et là, il n'est pas traité comme un paria, mais comme une célébrité. C'est fou. Il vend son histoire pour une fortune, signe des contrats. Il adore ça. Il parade devant les caméras, il savoure. Et c'est là qu'arrive la question à $1 million. Pourquoi est-ce qu'en 2003, alors qu'il est libre et célèbre, il retourne de son plein gré au Népal ? C'était littéralement l'un des seuls endroits sur la planète où il risquait encore quelque chose pour un vieux meurtre non prescrit. C'est absurde, non ? La réponse, elle est aussi simple que déconcertante. C'est l'orgueil, l'hubris, ce besoin maladif d'être sous les feux des projecteurs, cette certitude d'être plus intelligent que les autres, d'être intouchable. C'est ça qui l'a fait replonger. Il a commis l'erreur stupide de trop. Un journaliste l'a repéré, a appelé la police. Et cette fois, c'était la bonne. Prison à vie. Le serpent, finalement, s'est empoisonné lui-même. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire sordide ? Eh bien, peut-être une leçon un peu ironique. Celui qui a eu la peau de Sobrage, ce n'est pas un super flic, pas un héros de cinéma. Non. C'est un petit fonctionnaire tenace qui a juste bien fait son boulot. Avec rigueur et obstination. Et ça nous dit quelque chose, non ? Dans un monde où l'indifférence et l'incompétence règnent si souvent, peut-être que le véritable héroïsme, c'est tout simplement de faire son travail correctement.